Bon conseil, tout le monde. Merci. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes, chers citoyens de Montréal-Nord. Bonsoir et bienvenue à la séance du Conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, toujours à distance et toujours sans public en présentiel. Avant de débuter, tel qu'il est d'usage lors de ces séances, nous allons prendre un moment de recueillement. Alors, je vous demanderai quelques instants de recueillement. Alors, merci. Alors, avant de débuter, j'aimerais faire la présentation des élus et des employés qui sont actuellement en ligne avec nous. Alors, nous avons Mme Renée-Chantal Bellinga, conseillère d'arrondissement du district Ovid-Clermont. Bonsoir. Voilà. M. Abdelaksari, conseiller de ville du district de Marie-Clarac. Bonsoir. M. Jean-Marc Poirier, conseiller d'arrondissement du district de Marie-Clarac. Bonsoir à tous. Le personnel du cabinet de la mairesse et des élus, M. François Purcell, directeur du cabinet. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. M. Alain David Jean-Noël, chargé de secrétariat. Bonsoir à tout le monde. Mme Anna Melzarek, chargée de secrétariat. Bonsoir, bon conseil. Le personnel administratif, M. Marc-Aurel Aplogan, greffier. Bonsoir. 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 Anne-Sophie Bergeron, agente de recherche. Bonsoir. Rachel Laperrière, directrice de l'arrondissement. Bonsoir tout le monde et bon conseil. Bonsoir, merci. Jérôme Vaillancourt, directeur de l'aménagement urbain des services aux entreprises. Bonsoir. Bonsoir. Martine Cardin, directrice de la performance du greffe et des services administratifs par intérim. Bonsoir. Bonsoir. Maxime Sauveur, directeur des travaux publics. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Claudel Toussaint, directeur de la culture, des sports, des loisirs et du développement social. Bonsoir. Daniel Bussière, chef de division relations avec les citoyens et communication. Bonsoir, mon conseil. Merci. Alors, du PDQ 39, M. Patrick Lavallée, inspecteur du poste de quartier 39. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Alors, pour l'ouverture de l'Assemblée, j'appelle le point 10.01 afin d'adopter l'ordre du jour de la séance du Conseil. 10.01. Adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 7 juin 2021. Alors, je propose. Et j'appuie. Alors, proposé par M. Jean-Marc Poirier, appuyé par M. Abdelaksari, l'ordre du jour est adopté. Et nous passons au point 10.2, qui est le mot des élus et de la mairesse, en fait. Ça va être de moi en tant que mairesse suppléante. Alors, d'entrée de jeu, je veux prendre le temps qu'il faut pour revenir sur un dossier très important qui nous a secoués au cours des dernières semaines. Vous le savez, notre arrondissement a récemment fait les manchettes parce qu'il a été démontré dans 2 rapports d'experts universitaires que nous avons usé de pratiques discriminatoires systémiques dans la gestion de nos employés col bleu, plus particulièrement dans le processus de formation, de nomination, d'affichage et d'affectation. Que ces pratiques différenciées ont malheureusement été basées sur les origines ethno-culturelles de certains de nos employés. Le racisme et la discrimination sont des fléaux dans toute société. Nous n'en sommes pas à l'abri
comme employeurs, nous condamnons vigoureusement le racisme et la discrimination sous toutes ses formes. Comme gardiens de l'intérêt public, protecteurs des droits de la personne et de la santé psychologique de nos employés, nous reconnaissons que le racisme et des pratiques discriminatoires constituent des freins à l'équité, à l'égalité des chances, à l'inclusion, des valeurs fondamentales de l'arrondissement de Montréal-Nord que nous retrouvons dans notre plan stratégique 2016-2025. C'est pour toutes ces raisons que nous avons nous-mêmes demandé en janvier 2020 une enquête sur les allégations publiques de nos employés col bleu. À la lumière des rapports d'enquête, nous reconnaissons aujourd'hui que des pratiques systémiques ont malheureusement eu lieu. Si certaines personnes ont été blessées ou lésées, nous nous en excusons. Nous en sommes vraiment désolés parce que les valeurs d'équité et d'ouverture à la diversité sont clairement inscrites dans notre plan stratégique d'arrondissement Oser ensemble Montréal-Nord. Ces valeurs ont été abondamment partagées avec nos employés. Elles s'appliquent à la fois dans nos politiques publiques, nos plans d'action, la composition de notre personnel ainsi qu'aux relations avec nos partenaires tant communautaires qu'institutionnels, locaux et métropolitains. La nature de notre embauche témoigne d'ailleurs de ces valeurs. La composition de notre personnel reflète à plusieurs égards la diversité ethno-culturelle montréalaise. Nous sommes parmi les arrondissements de la ville avec le plus haut taux d'employés ainsi que de cadres issus de la diversité. Depuis quelques années, nous dépassons les objectifs de la ville au regard de l'embauche des personnes issues de la diversité. Entre le 1er octobre 2020 et le 28 février 2021, 56% de nos employés étaient de la diversité, bien au-delà des objectifs de la Ville de Montréal, qui sont de 33%. Pour nous, il est donc hors de question que le rapport Sabat et Soares finissent sur une tablette. Nous sommes résolument déterminés à corriger la situation. Nous reconnaissons publiquement qu'un système a permis que des fautes soient commises. Nous nous engageons, avec le soutien des services de la Ville de Montréal, à appliquer les recommandations des rapports qui ont été déposés. Nous nous engageons à mettre en place des mécanismes particuliers de vigilance contre le racisme et la discrimination systémique et individuelle. Nous voulons donc encourager un milieu de travail sain, un milieu de travail sécuritaire et exempt de toute forme de micro-agression. Nos employés col bleu sont au cœur de la prestation des services essentiels à la population. Depuis le début de la pandémie, ils sont fidèles au poste, malgré un contexte de travail stressant. Ils méritent pleinement de pouvoir œuvrer dans un climat de travail sain, un climat de travail exempt de toute pratique discriminatoire systémique. Déjà, nous déployons des actions d'un plan destiné à implanter des processus normalisés et efficaces, des stratégies d'inclusion qui vont leur assurer, ainsi qu'à tous nos employés, un traitement équitable, un traitement respectueux, inclusif et bienveillant. Cet important plan d'action est déjà enclenché et plusieurs éléments militent en faveur de sa réussite. Voici quelques-uns de ces éléments. Dans ce dossier, les élus et la direction de l'arrondissement agissent de façon responsable et déterminée. Nous agissons aussi de façon transparente. Nous n'avons pas attendu avant de prendre action. Nous ne travaillons pas seuls. Permettez-moi de prendre chacun de ces éléments et de les expliquer un peu. Dans ce dossier, les élus et la direction de l'arrondissement agissent de façon responsable et déterminée. Premièrement, c'est nous qui avons demandé l'examen de nos pratiques d'affectation de postes et de mouvement de personnel par la firme spécialisée Brio Conseil au début de 2020. Ce portrait externe
a déjà pavé la voie à des actions concrètes. Le syndicat des cols bleus regroupés de la Ville de Montréal est partie prenante de la démarche structurée qui en a résulté cette année. Le chantier d'amélioration continue des mouvements de personnel. Nous tenons à les en remercier. Deuxièmement, nous reconnaissons entièrement le résultat des rapports déposés par les experts. Ce constat est difficile à porter et nous attriste grandement les élus, le comité de direction de l'arrondissement et les autres employés de l'arrondissement. Mais pour pouvoir redresser la situation, il faut d'abord reconnaître l'importance des recommandations des experts et c'est ce que nous avons fait. Dans ce dossier, nous sommes transparents. Nous menons cette démarche de façon totalement transparente avec des groupes d'employés et avec le syndicat. Nous tenons un dialogue ouvert avec nos employés col bleu. Nous leur avons fourni des occasions et des forums pour faire valoir leur point de vue. Nous les rencontrons régulièrement depuis quelques mois. Nous partageons l'information. Nous avons rendu public et disponible les rapports des chercheurs. Nous avons de nouveaux gestionnaires en poste. Ils ont de la distance, ils ont de l'objectivité et de l'expérience des pratiques de d'autres arrondissements. Ils sont mobilisés pour renouveler les façons de faire avec les employés col bleu et le syndicat. Dans ce dossier, nous ne sommes pas en attente. Nous n'usons pas de mesures dilatoires. Nous ne sommes pas dans l'espoir que le sujet disparaisse de l'actualité, bien au contraire. Nous sommes carrément dans l'action, dans la mise en place ou le renforcement de mesures structurelles et vigilantes et de vigilance. Nous n'avons pas attendu que le rapport soit rendu public avant d'agir. Notre action a commencé au printemps 2020. Au cours de la première année, nous avons, entre autres, procédé à l'examen de nos pratiques de dotation et apporté déjà des changements probants à des processus déficients. Mise en œuvre un chantier d'amélioration continue sur ce qu'on appelle le mouvement de personnel. Donc, tout ce qui touche la dotation, la formation, les affectations, l'affichage de postes et l'admissibilité. Créer un nouveau forum d'échange sur le climat de travail avec nos employés col bleu et leurs gestionnaires, un comité communément appelé le CIRI. Nous avons formé nos gestionnaires en développement de compétences interculturelles. Nous avons également formé et accompagné nos gestionnaires sur leurs responsabilités légales en matière de gestion d'équipes diversifiées. Cette action se poursuit maintenant avec le déploiement d'un plan ambitieux. Nous avons amorcé un diagnostic complet de la fonction ressources humaines. Plusieurs rencontres de travail ont eu lieu avec la Ville et le syndicat au sujet des suites à donner aux recommandations des rapports. Vous le voyez, nous sommes en mode action. Dernier élément qui milite en faveur de la réussite de notre démarche dans ce dossier, nous ne travaillons pas seuls, nous ne travaillons pas en catimini. La situation est préoccupante. Mais nous pensons être sur la voie de bonnes solutions, comme l'a d'ailleurs reconnu l'experte Tania Saba dans son rapport lorsqu'elle affirme, et je cite, « Nous avons constaté que des efforts et des initiatives ont été mis en place pour corriger certaines carences au niveau de la gestion depuis 2016, des efforts qui ont été amorcés depuis l'affaire Facebook. Un dialogue plus ouvert est encouragé. La révision des critères pour les octrois de qualification de chauffeur de camionnettes avec fardier pour certaines affectations est envisagée. De plus, des travaux sont en cours pour examiner les processus de mobilité dans l'arrondissement. Ils auront une incidence directe sur l'amélioration des représentations des employés membres des groupes sous-représentés si le système de mobilité sont diagnostiqués et déployés de manière à identifier
les biais systémiques et les corriger. Pour éliminer la discrimination systémique, nous devons donc réunir les forces de toutes les parties concernées, affecter toutes les ressources disponibles et faire appel à des experts quand on atteint les limites de nos compétences. C'est pourquoi nous avons adopté une approche de travail collaborative avec des partenaires comme le Syndicat d'Écoles Bleues regroupé de Montréal, Local 301, et plusieurs services et instances de la Ville de Montréal. Nous avons d'ailleurs récemment fait appel à l'expertise du Bureau de la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques. L'expérience et la détermination de Mme Bushra-Manaï en ces matières ne sont plus à démontrer. En matière de relations de travail, cette collaboration arrondissement, ville, syndicat est une démarche novatrice. Nous avons bon espoir qu'elle porte fruit et qu'elle puisse inspirer. Depuis un an, nous faisons aussi appel à des experts qui ont des compétences reconnues. Parce que pour améliorer certaines pratiques, nous avons besoin à plusieurs égards d'expertise spécifique en relations de travail, en analyse différenciée, ainsi qu'en prévention et traitement des questions de discrimination et de racisme. Nous avons donc fait appel sur des sujets précis à des experts externes, comme par exemple la chercheuse Tania Sabat, titulaire de la chaire BMO en diversité et gouvernance de l'Université de Montréal. La firme Brio Conseil, qui accompagne les organisations qui ont des enjeux de transformation. Rachida Azdouz, une psychologue spécialisée en relations interculturelles. Mohamed Chérif, un consultant spécialisé en droit de la personne, gestion de la diversité et de conflits en milieu de travail, ainsi qu'en relations interculturelles et interraciales. Voilà où nous en sommes avec ce délicat dossier. En résumé, nous menons une démarche responsable, une démarche structurée et surtout transparente. Pour que cette démarche porte fruit, il est évidemment important de lui donner du temps. La situation est complexe et comporte de multiples facettes. Il y a beaucoup de pratiques et de processus à examiner et à améliorer. Nous ne réglerons pas tout ça en 2 ou 3 semaines, c'est clair. On va y travailler recommandation par recommandation, problème par problème. Nous avons déjà obtenu des résultats probants et nous continuerons d'en obtenir. Nous poursuivrons le travail jusqu'à ce que la situation soit adéquate à la satisfaction de toutes et de tous nos employés. Enfin, grâce aux mécanismes de prévention et de vigilance qui seront mis en place, nous espérons tourner la page pour de bon. Alors, merci à tous. Et sur ce, nous allons continuer le mot des élus et je vais céder la parole à mon collègue Abdelak Sari. Merci beaucoup. Monsieur Sari, ça coupe beaucoup. La connexion ne semble pas bonne. On ne vous entend pas bien. Monsieur Sari? On ne vous entend absolument pas. Aussi, bonsoir à toutes et à tous, chers citoyens, chers citoyennes. OK. J'espère que vous m'entendez maintenant. Un peu mieux, mais... Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui. Sinon, on peut passer au point suivant. Oups, je pense qu'on vient de le perdre. Alors, écoutez, je vais lire le passage sur le passage dans le cadre d'un programme J'identifie, j'agis dans ma communauté du Centre d'écologie urbaine de Montréal,
Les étudiants de l'école secondaire Calixa-la-Vallée ont élaboré différentes recommandations concernant la mobilité des jeunes près de leurs écoles. Suite à une marche exploratoire et à des ateliers réalisés en classe, le groupe a choisi de réaliser 2 interventions. Est-ce que si vous ouvrez votre micro, on va vous entendre, M. Sarré? J'espère que oui, mais en tout cas, vous pouvez continuer. Vous faites ça très bien, Madame Rossi aussi. OK, parfait. Alors, ils ont fait Toujours. les 2 interventions qui ont été ciblées étaient la pose de volard et l'ajout de peinture au sol afin de donner plus de visibilité, d'enjoliver le passage pour piétons de l'avenue Pelletier. Il n'y a pas d'âge pour s'impliquer pour sa communauté en participant à sécuriser et embellir l'avenue Pelletier. Ces jeunes font preuve d'un réel engagement citoyen. Et je peux vous dire que j'étais sur les lieux. Ils avaient présenté ce projet. C'est des élèves qui sont en francisation. C'est des classes d'accueil en francisation au secondaire. Et ils étaient venus nous montrer, nous faire part au comité de mobilité, de nous faire part de leur projet. Et c'était vraiment superbe. Et tout ce qui est le passage à niveau, la peinture au sol, ça donne vie, ça donne un volet artistique aussi à la rue Pelletier. C'est vraiment un beau projet. Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'inviter les automobilistes à faire leur part et à respecter les piétons. Surtout à respecter les limites de vitesse. Vraiment, là, on invite les automobilistes à respecter les limites de vitesse, principalement dans les zones scolaires. Alors, un bravo, un beau bravo pour ce projet-là. Je vais enchaîner avec les festivités de la fête nationale. Alors, 2 activités sont à souligner cette année. Vous savez que ça se passe encore cette année, malheureusement, dans des conditions particulières. Alors, le 23 juin, via le site Facebook de l'arrondissement, directement sur notre site Facebook, le 23 juin à 19h30, il y aura le spectacle de Ludovic Bourgeois. Après avoir conquis le cœur des milliers de Québécois avec son premier spectacle lors d'une tournée de plus d'une centaine de salles à travers la province, Ludovic Bourgeois revient sur scène avec un tout nouvel album. Alors, profitez d'un bon moment virtuel en musique. Je vous rappelle, le 23 juin, 19h30, sur la page Facebook de l'arrondissement. Le 24 juin, toujours à 19h30, toujours sur notre page Facebook, vous aurez droit au message de la mairesse pour les souhaits des festivités de la députée provinciale et du député fédéral, suivi du salut au drapeau québécois. Cette captation vidéo a été coordonnée par la Société Culture et Traditions québécoises et plusieurs organismes de Montréal-Nord. Ensuite, si on fait un petit retour sur le Festival des Arts 2021, le Festival des Arts s'est tenu cette année pour une 14e année consécutive. Cette édition, cette année, a eu lieu sous formule hybride, c'est sûr, pandémie oblige, en virtuel, en présentiel aussi, avec plus de 45 invités. Le festival a été marqué par beaucoup d'interactions entre les artistes et par des moments touchants, notamment à micro ouvert et la poésie d'un soir. Le déambulatoire des frères Bazar a été une belle activité familiale, ainsi que la station de l'avenir. Je souligne aussi le beau concert offert par les jeunes du programme La musique aux enfants de l'école Saint-Rémy. Le talent des musiciens éducateurs était à l'honneur en première partie du spectacle, alors que les jeunes se sont joints au spectacle en deuxième partie. J'y ai personnellement assisté virtuellement. C'était magique et c'était vraiment émouvant. En plus de Saint-Rémy, les écoles Le Carignan, Henri Bourassa, Calixa-la-Vallée, Marie-Clarac ont fièrement participé à ce concert, ainsi que des organismes du milieu, notamment l'AAVNM et Paroles d'Exclus. La participation du public a été impressionnante, avec plus de 3200 spectateurs pour l'ensemble des activités. Dans un contexte de pandémie, c'est un défi qui a été relevé avec brio. Alors, bravo aux artistes, mais surtout,
surtout bravo à nos équipes pour avoir pu monter un festival de qualité, autant de qualité dans un contexte aussi difficile. Alors, bravo à nos équipes de la culture et des bibliothèques. Je cède la place à mon collègue Jean-Marc Poirier. Bonsoir. La troisième campagne d'achat local se termine encore sur un succès. Nous avons atteint notre objectif, mais en plus, nous l'avons fait en 18 jours avant la date de fin du programme. C'est extraordinaire. Grâce à vous, 75 000 seront remis pour, 75 000 seront remis pour aider les commerçants de Montréal-Nord à traverser cette période difficile. Au total, après 3 campagnes, plus de 250 000 ont été amassés et remis aux organismes de chimie. Cette campagne a été rendue possible grâce à notre précieux partenaire qui est la CEDEC et la Ville de Montréal. Merci également au Centre d'action bénévole de Montréal-Nord, à l'Association des commerçants P9 Montréal-Nord, ainsi qu'aux commerçants de la rue Charlevoix. Continuons à encourager nos commerçants qui en ont bien besoin. 75 000 fois, merci. Merci beaucoup. Alors, je veux aussi vous parler de la distribution des fleurs, des plantes et du compost. Le 23 et le 30 mai dernier avait lieu la traditionnelle distribution de plantes et de compost à l'Aréna Garon et à l'Aréna Roland. Comme lors des années précédentes, l'événement a connu un grand succès. Plus de 700 résidents se sont déplacés pour l'occasion. Un grand merci à l'Écoquartier et aux gens d'Éconord pour l'organisation de cette belle fin de semaine, ainsi qu'à nos bénévoles qui ont généreusement donné de leur temps pour distribuer des plantes et pelleter du compost tout au long du week-end. Il faut dire que Mère Nature aussi s'est joint de la partie. C'était un week-end superbe. Alors, mes collègues du conseil et moi-même étions très heureux de vous rencontrer en personne. On a pu rencontrer du vrai monde en personne. C'était vraiment excitant. Nous y faisons, entre autres, la promotion du concours des beaux jardins. Alors, on vous invite à y participer. C'est vraiment un événement qui est agréable quand on se donne la peine de faire de beaux jardins, de belles plates-bandes, de beaux balcons, parce que les balcons sont également inclus. Il y a une section jardin, il y a une section balcon et il y a une section terrasse aussi. Alors, je vous invite vraiment à y participer. Vous devez vous inscrire avant le 15 août au courriel concours jardin mtlnord@gmail.com et sur le Facebook aussi, Facebook les plus beaux jardins, ou dans vos 2 points de service des écoquartiers. Alors, si vous voulez avoir les informations, vous pouvez y aller via l'écoquartier. Alors, je vous dis merci à vous tous et toutes et je vous souhaite une bonne séance. Et à ce moment-ci, je vais inviter Mme Bellinga à prendre la parole avant la période de questions des citoyens. Merci, Madame la mairesse suppléante. Donc, je profite de ce moment de prise de parole comme élue, pour tout d'abord honorer la mémoire des 215 enfants partis dans des souffrances physiques et psychologiques atroces à Kamloops. Donc, comme Canadiens, comme Québécois, nous avons été au fait de cette horreur. Donc, honorer également les survivants et toutes les familles qui ont subi et perdu un enfant, un neveu, un cousin, un membre de leur communauté. Donc, nous avons, bien sûr, comme pays, comme État, manqué à notre devoir envers des enfants et des familles. Actuellement, on répertorie plus de 150 000 enfants qui ont été confiés de force à 139 pensionnats à travers le pays, ainsi coupés de leur famille, de leurs racines, de leur culture. La Commission nationale d'enquête parle d'un génocide culturel. Comme Canadiens, comme Québécois, comme Montréalais, nous avons le devoir de travailler à éradiquer
tout l'aspect de racisme et de discrimination envers les peuples autochtones. Nous avons le devoir de travailler à la reconnaissance des abus physiques, psychologiques et à mettre en place des stratégies, des actions concrètes pour soutenir nos communautés autochtones, les accompagner dans leur guérison et surtout entamer un véritable travail de réconciliation. Donc, sur un élément également tout aussi bouleversant, la communauté nord-montréalaise est au fait combien le rapport du professeur Suarez et du professeur Tania Sabia m'a profondément bouleversée. Effectivement, dans le rapport du professeur Suarez, on parle de ségrégation raciale, de préjugés, biais perceptifs, manque d'écoute à l'envers de nos cols bleus, de harcèlement psychologique, de gestes d'humiliation, de climat de peur, de représailles et d'intimidation de la part de l'employeur lorsqu'il y a eu dénonciation d'actions en lien avec des pratiques de racisme, des avis disciplinaires par huissier, sans justice procédurale. Effectivement, depuis une année, il y a eu des actions qui ont mené à des enquêtes conjointes par le syndicat également par la ville. Elles ont abouti à effectivement sans embâche, une prise de conscience qu'il y avait vraiment du racisme et de la discrimination. Mais malheureusement, on sait très bien que ces pratiques-là ne s'établissent pas en un an. C'est plusieurs années d'actions qui ont mené à différents enjeux, qui ont amené des situations aussi graves que la ségrégation raciale. Donc, aujourd'hui, je vais profiter surtout de mon temps de parole pour poser quelques questions. Il est évident que malgré cette prise de conscience et de certains gestes qui ont été posés dans la dernière année, nous avons comme arrondissement, nous avons comme administration l'obligation d'imputabilité. Et il est évident que pour la société civile, pour les acteurs nord-montréalais, pour les citoyens et pour les employés, il faut nous assurer que la légitimité, de la légitimité, de la crédibilité des démarches qui vont être entreprises dans ce dossier-là. On parle également de transparence. Madame la mairesse suppléante a parlé d'éléments liés à la transparence. Pour moi, la transparence ne doit pas se limiter à une dynamique à l'interne avec bien sûr les différents corps d'emploi et cadres et professionnels, mais également syndicats. Elle doit aller beaucoup plus loin. Elle doit être une dynamique de transparence où les citoyens sont informés de façon régulière sur les actions et les mesures qui vont être mises en place pour nous assurer que plus jamais ce climat de racisme, de discrimination systémique, d'harcèlement psychologique et de culture toxique puisse encore sévir à l'intérieur de l'arrondissement. Beaucoup de médias parlent et de spécialistes parlent de la pointe de l'iceberg également. On aborde aujourd'hui l'enjeu des cols bleus comme corps professionnel et aujourd'hui, je salue leur courage d'avoir osé dénoncer et d'avoir malheureusement utilisé des stratégies comme Facebook parce qu'ils ne se sentaient pas entendus par l'employeur. Ils ont eu le courage de mettre en lumière, avec toute l'adversité que cela comportait, de dénoncer. Et ces pratiques-là ont été entendues aussi grâce à ce courage-là. Et donc, quand on parle de transparence, ça va aussi dans ce sens-là. Il faut que l'opinion publique, malheureusement, soit atteinte pour qu'il y ait des dynamiques qui soient mises en place. Donc, ça, c'est un élément aussi que je trouve excessivement questionnable, qui me préoccupe énormément. Et ça m'amène à une des questions et qui est en lien aussi avec les demandes du Rio également de Woodstock, où on demande la tenue d'enquêtes supplémentaires à l'intérieur de l'arrondissement. Donc, j'aimerais, d'abord, Madame la mairesse suppléante, savoir comment s'assurer que dans les autres corps professionnels de Montréal-Nord, ça veut dire col blanc, cadre, il n'y ait pas de défi
de racisme et de discrimination systémique, mais également de harcèlement psychologique. Est en mesure d'avoir les plaintes de façon confidentielle, mais le nombre de plaintes dans ces éléments-là pour déterminer s'il y a eu des plaintes et si elles ont été reçues et si elles ont été traitées. Et est-ce qu'on est capable d'investiguer à l'intérieur des autres corps d'emploi le climat de travail et les défis liés à des enjeux qui touchent notre organisation? Je suis désolée de le dire, quand il y a une culture toxique dans un corps professionnel, on doit regarder à l'intérieur et à l'ensemble de l'arrondissement s'il y a d'autres éléments pour nous assurer que nos employés soient dans les meilleures conditions possibles à tous les niveaux, harcèlement psychologique et racisme systémique. D'ailleurs, le 12 mai dernier, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse rappelait à notre arrondissement que nous étions soumis par la Charte des droits et des libertés de la personne et que nous avions la responsabilité d'assurer un climat de travail sain, exempt de harcèlement et d'assurer vraiment ces paramètres par rapport à nos employés. Donc, j'aimerais donc résumer rapidement ma première question. Est-ce que d'autres investigations vont être faites au niveau des autres corps d'emploi de l'arrondissement en lien avec les enjeux de racisme? Je vous invite à poser toutes vos questions, puis on regardera ça après. J'aime, si possible, madame, parce on risque de se perdre, madame. Écoutez, je pense que si vous avez bien écouté la déclaration qui a été faite en ouverture d'assemblée, je pense que cette déclaration-là allait dans le même sens que vos propos. Puis je suis heureuse de voir qu'on partage la même opinion là-dessus. Et je pense que c'était très clair. Et il y a le comité, vous parlez au niveau des autres cadres, mais le comité CIRI, qui est un comité de relations de travail interculturel, n'a pas travaillé seulement qu'au niveau des cols bleus. Ils ont entendu tous les employés, tous les niveaux d'employés. Et c'est dans ce sens-là que ça se travaille. Et est-ce qu'on est capable d'avoir accès à des données publiques sur les plaintes, sur voilà, les enjeux, si on peut vraiment avoir de façon transparente l'état de situation ou le diagnostic organisationnel en lien avec ces enjeux? Madame Laperrière, est-ce que vous souhaitez répondre parce qu'il ne faut pas oublier là-dedans qu'on travaille là actuellement avec le Bureau du racisme de la Ville de Montréal. Alors, est-ce que les échanges qui ont eu lieu dans le CIRI sont de portée publique? Non, c'est à l'interne, justement, pour que les employés, justement, ce que vous soulignez, pour que les employés puissent parler en toute liberté, en toute discrétion. Mais je vais laisser Mme Laperrière continuer. Merci. Le CIRI, au départ, devait pouvoir considérer l'ensemble des dynamiques interculturelles de l'arrondissement. Or, est arrivé ce qu'on appelle communément l'affaire Facebook, qui nous a obligés à focusser directement sur les cols bleus dans un premier temps. Mais il est prévu de créer un autre forum qui nous permettra de recueillir les propos et faire des échanges pour les autres groupes d'employés. Par ailleurs, actuellement, il y a des opportunités qui se présentent en termes de dotation de certains emplois en matière de ressources humaines. Nous dotons actuellement le poste de DSA, directrice de services administratifs. Nous dotons aussi le poste de chef de division des ressources humaines et aussi un poste dont on parlera plus tard, qui est un poste de spécialiste en EDI et développement de carrière. Ces personnes vont avoir la responsabilité de l'équité, de la diversité, de l'inclusion et du respect de l'ensemble des employés, et leurs responsabilités vont être non seulement de veiller à la mise en œuvre du plan d'action déjà en cours pour redresser la situation pour les employés col bleu, mais aussi de saisir l'entièreté des besoins qui vont s'exprimer dans l'organisation.
À ma connaissance, cependant, je n'ai pas reçu de plainte d'employés et j'espère que cette affirmation que je fais n'est pas encore une occasion de découvrir par la suite que des plaintes existaient. Le Bureau du respect de la personne reçoit des demandes de traitement de dossiers d'employés et à ma connaissance, il n'y en a pas actuellement autre qu'un rapport qu'on a reçu récemment. Donc, en principe, les personnes qui vont être nommées vont être chargées de l'ensemble du bien-être, du climat de travail et du respect de l'ensemble des employés de l'arrondissement, pas seulement le dossier qui nous occupe, mais l'ensemble de nos employés. Et on fait en sorte qu'il y ait de grandes valeurs qui soient respectées, qui soient le respect d'abord, la bienveillance, l'équité, l'ouverture à la diversité. Et ça, pour tous les employés de toutes origines. Et dans les affichages, c'était mentionné qu'on attendait d'eux de remplir ces mandats. Merci. Madame la mairesse suppléante, est-ce que je peux passer à ma deuxième question? Oui, allez-y. Alors, là aussi, j'ai cru comprendre que les employés avaient, c'est une des recommandations qui était faite aussi par le rapport Suarez, assurer d'avoir une bonne compréhension où adresser la plainte lorsque, effectivement, on vit des enjeux de racisme et de discrimination systémique. Est-ce que cet élément-là a été corrigé? Le Rio et Woodstock parlaient d'une ligne téléphonique anonyme. Est-ce que cette ligne-là est mise en place? Est-ce qu'il est possible de la mettre en place? Je comprends également que pour les enjeux de harcèlement psychologique, c'est un autre canal pour porter plainte. Donc, pourriez-vous nous faire état un petit peu de cette situation pour un employé qui décide de porter plainte sur des enjeux de racisme ou de harcèlement psychologique actuellement? Madame Lapérière. On sait qu'à la Ville de Montréal, actuellement, il y a un travail qui se fait pour simplifier l'accès des employés à une ligne de téléphonique qui serait centrale et qui permettrait de traiter toutes les questions de harcèlement, de racisme, de plaintes sur, par exemple, le harcèlement sexuel, etc. Toutes les plaintes aboutiraient au même endroit et ce serait une forme de secrétariat qui répartirait les dossiers aux spécialistes par la suite. C'est la Ville de Montréal qui est en train de mettre ça en place. Alors, pour nous, comme les lignes téléphoniques dépendent de la Ville, on a fourni récemment à nos employés le numéro de téléphone de l'équipe du respect de la personne et cette équipe-là redirige, si besoin, les plaintes des employés et c'est confidentiel. On a aussi suggéré que les employés puissent parler à leur supérieur, mais s'il y a blocage, d'aller au-delà, de parler à leur directeur ou même de s'adresser à moi. Donc, on a ouvert l'ensemble des possibilités pour les employés à travers, le Bureau du respect de la personne pour avoir accès à tous les services de la Ville pour les plaintes, toutes les sortes de plaintes, mais aussi pour ce qui est de l'arrondissement pour la gestion au plus haut niveau. Merci pour Je ferai remarquer aussi qu'au niveau de la Ville de Montréal, à la Ville-Centre, l'opposition a déposé une motion dans ce sens-là d'avoir une ligne privée. Merci, Madame. Confidentielle. D'accord. Merci, Madame la mairesse suppléante. Troisième élément, on parlait beaucoup de transparence. Je comprends qu'il y a des efforts qui sont faits à l'intérieur de l'administration. La société civile recommande un comité indépendant qui s'assurerait justement de la transparence, de l'imputabilité, de la légitimité, de la crédibilité, constitué d'experts également d'acteurs de la société civile nord-montréalaise. Qu'en est-il par rapport à cette recommandation-là? Je salue bien sûr l'arrivée du bureau de la commissaire, Mme Manaille, dans ce dossier-là, le bureau a une expertise importante, mais
pour moi, et d'ailleurs, quand on regarde des villes comme Toronto et d'autres villes canadiennes, plusieurs outils sont mis en place pour assurer la transparence sur des enjeux liés à des défis de racisme et de discrimination. Donc, comité d'experts indépendants, mais quels sont les autres outils pour nous assurer d'une transparence et de communiquer l'information aux citoyens, à la société civile dans l'avancée, dans les avancées par rapport à ce dossier-là? Je veux bien laisser Mme Laperrière répondre, mais je pense que c'est une question qui s'adresse plus à l'administration montréalaise. Ce n'est pas vraiment à l'administration nord-montréalaise que cette question-là s'adresse. Ça serait plus à l'administration montréalaise parce que là, ce n'est pas un volet de façon que vous posez la question. C'est plus pan-montréalais. Ce n'est pas quelque chose qui va être... Parce que la situation se travaille avec, on l'a dit dans la déclaration, avec la Ville-Centre, avec le syndicat, avec le bureau de Mme Manaille. Alors, ça va être une situation qui va être prise en main de façon pan-montréalaise. Mais mon collègue, M. Serry, a levé la main. Je pense qu'il y a une intervention. J'espère qu'on m'entend bien. Oui. Oui, c'est juste par rapport à une précision, quand vous dites, Mme Bilinga, la société civile nord-montréalaise, pourriez-vous être plus précise? Oui, C'est tout qui? à fait. Les acteurs du Rio, les acteurs qui s'intéressent aux enjeux de racisme. Alors, c'est le Rio. C'est le Rio. Woodstock, et il y a d'autres acteurs de milieux communautaires. C'est juste pour que la question soit plus spécifique. Alors, on parle du Rio et de Woodstock, oui, pas la société civile nord-montréalaise. D'ailleurs, M. Sarry, je fais juste reprendre des recommandations une des recommandations importantes qui a été faite par voie de communiqué pour apporter de la transparence là aux actions. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a des compléments de réponse parce que ça me semble un peu vague. Madame Laperrière. Il est certain que la transparence est fondamentale dans une opération comme celle-ci. On commence un travail qui est très important pour lequel on consulte et on travaille avec d'autres parties prenantes. Et bien sûr, ce que nous souhaitons, c'est de faire en sorte d'informer régulièrement nos troupes. Il y a véritablement eu une absence d'informations régulières sur les questions relatives à la dotation, par exemple. On a des mécanismes à mettre en place auprès de notre personnel qui sont qui doivent être absolument structurants et rigoureux. Donc, beaucoup de travail est à faire en matière de communication. On a déjà amorcé des communications avec nos employés, mais il faudrait faire en sorte que l'ensemble des personnes soient capables d'expliquer les mêmes choses de la même façon. Que ce soit un régisseur, par exemple, au sport, ou que ce soit un contremaître du côté de la voirie, par exemple. Alors, il faut que les gens puissent prendre connaissance des processus, participer à leur réforme, mais aussi en même temps le partager avec l'ensemble des gestionnaires et l'ensemble des employés. Déjà, un premier pan de la transparence qui est absolument obligatoire et qui est nécessaire pour qu'on puisse être certains tous, parce que c'est une opération collective et collaborative, que nos processus ont été revus et que nous avons des procédures qui sont épousées par l'ensemble et comprises par l'ensemble. Et pour que la perception des gens soit que les décisions sont légitimes et qu'elles sont justes en matière procédurale, il faut absolument qu'elles soient connues, ces procédures, et partagées. Donc, on a pensé à des outils, entre autres, pour nos employés, des outils technologiques. Ceci dit, pour ce qui est d'un partage d'informations avec le milieu et d'un comité de vigilance, on est en réflexion, on n'a pas terminé notre réflexion là-dessus et on demandait un peu de temps, dans le mot de Mme la mairesse suppléante tout à l'heure, un peu de temps pour être capable de nous organiser dans un sens ou dans l'autre, mais il est certain que le regard de spécialiste est intéressant. Le regard de spécialiste, par exemple, Mme Sabat, qui est une spécialiste qui a écrit un rapport, c'est une spécialiste qui, elle, pourrait nous recommander des personnes qui pourraient être conseils
pour faire en sorte de faire évoluer notre plan d'action dans le bon sens. C'est un travail collaboratif. Nous sommes plusieurs parties prenantes. Est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? La vigilance à cet effet pourra être mise en place, mais pour l'instant, je ne saurais pas vous présenter une formule. En conclusion, s'il vous plaît, Mme Laperrière. Alors, donc, ça va être quelque chose que je vais discuter avec mes équipes et avec les gens de la ville pour voir comment on structure cette vigilance-là et avec les élus, bien sûr. Parfait. Merci. Alors, M. Sari. Oui, simplement ce que je voulais aussi mentionner, puis ça va dans le même sens que votre intervention au début, Mme Rossi, et votre explication, Mme Laperrière, et même aussi les inquiétudes qu'on partage, Mme Bilinga, aussi avec vous d'une manière très importante. Ce que je voulais dire, tout simplement, il n'y a personne ici, dans ce conseil, dans cette administration, qui n'a pas été choqué, qui n'a pas été frustré par rapport à ce qu'on a lu. Et ce qu'on peut dire, c'est tout simplement, c'est que c'est le moment qu'on puisse travailler ensemble et ne pas pointer du doigt ou une personne ou faire vraiment un intérêt politique là-dessus. Je ne pense pas que ça pourrait être un élément gagnant pour nos employés de Montréal, de l'arrondissement de Montréal-Nord. Je pense que notre arrondissement aussi a fait en sorte à lever le voile aussi sur ce qui se passe dans d'autres arrondissements de la ville de Montréal et dans d'autres services. Et je pense qu'on était pionniers avec ce rapport et je pense que d'autres arrondissements vont se lever. Parce que ce que vous avez mentionné, Mme Bilinga, ça existe ailleurs. Puis heureusement qu'ici, à Montréal-Nord, on a pris des initiatives très intéressantes. Et je pense que ce qu'a présenté Mme Rossi, le courage qu'on a eu au début d'être très transparent et les directives qui ont été données par Mme Laperrière, ça me semble tout simplement qu'on est sur la bonne voie afin de remédier à ce problème. Je ne pense pas que c'est le moment ni l'opportunité à chercher pour faire vraiment un gain politique. Au contraire, ça ne peut que nuire à nos employés d'un côté que d'un autre. Alors, je remercie l'ensemble des personnes et des parties prenantes qui ont travaillé. Je pense qu'ensemble, on peut remédier à ce problème. Merci. Je vous remercie. Alors, on va... Ça m'amènerait à ma dernière question, Madame. Rapidement, s'il vous plaît, voilà. Parce qu'on doit continuer. Tout à fait, mais c'est un dossier important, puis je pense qu'il faut adresser les enjeux, prendre le temps nécessaire pour adresser tout. Et effectivement, il n'y a aucun gain politique à faire à travers cette réalité-là, mais il faut justement démontrer une véritable volonté politique et s'assurer, autant au niveau administratif et que dans nos orientations, on ait les meilleurs outils et on s'assure aussi de la contribution de tous les acteurs de bonne foi qui ont toujours démontré une expertise et qui ont mis le doigt sur des enjeux puisque certains employés ont eu même à échanger sur leurs conditions de travail. Donc, nous avons vraiment tout à gagner de travailler de concert, en collaboration et de manière transparente. Ça m'amène au dernier point. Effectivement, l'École bleue, certains sont sortis sur les enjeux de racisme via Facebook, etc. Certains ont eu, bien sûr, dû faire face à certaines mesures disciplinaires. Ma question, que va-t-il advenir par rapport à ces mesures disciplinaires pour l'École bleue qui ont eu des mesures liées à ce dossier en particulier? Je pense que c'est ni la place ni l'endroit pour discuter de dossiers particuliers. Ces employés-là ont été rencontrés. Ces employés-là savent que l'administration travaille là-dessus, mais il est hors de question qu'on discute de dossiers particuliers ou de quoi que ce soit sur la place publique. Ma question, c'était est-ce qu'ils vont être simplement considérés dans cette réalité-là? Vous avez apporté une réponse, un élément de réponse, et c'est évident que c'est un élément qui est quand même important, considérant même les recommandations là, du rapport Suarez. Donc, ça clôt l'ensemble de mes questions par rapport à ce dossier. C'est un dossier que je suivrai avec beaucoup d'attention. On s'assurera donc dans les prochains conseils de voir l'évolution des enjeux liés à ce dossier. C'est un dossier que nous allons tous et toutes suivre avec beaucoup d'attention.
Alors, je passe au point 10.03, qui est la période de questions du public. Avant, pour ceux qui se sont enregistrés à la période de questions, vous avez sûrement remarqué que nous avons changé notre façon de procéder afin de vous faciliter la tâche. Un formulaire est maintenant mis à votre disposition sur le site web de l'arrondissement que vous pouvez utiliser dès le lendemain du conseil pour vous inscrire à la période de questions du conseil d'arrondissement suivant. Vous trouverez toutes les instructions à cet effet sur notre page web. Nous vous invitons à utiliser si vous souhaitez vous adresser aux membres du conseil d'arrondissement. Ce formulaire est actif jusqu'à 30 minutes avant le début du conseil. Même si le conseil se déroule à distance et sans public, je tiens à rappeler que les règles restent les mêmes et que la durée de la période de questions est de 30 minutes qui, avec l'assentiment du conseil, peut être allongée de 30 minutes et ensuite par bloc de 15 minutes. Nous avons donc reçu 4 ou 5 questions, je crois. Alors, j'invite Mme Anne-Sophie Bergeron à nommer des personnes qui ont posé des questions et à nous faire part des questions qui ont été posées. Alors, à vous, Mme Bergeron. Parfait. Alors, la première question est posée par Franz Delis. Il est président de l'organisme communautaire le RIX. La question va comme suit. C'est quand la DA donnera sa démission puisqu'elle n'est pas à la hauteur pour gérer le problème du racisme systémique? Et pouvez-vous nous donner le nombre de personnes de la diversité qui occupent un poste cadre dans l'arrondissement? Alors, nous avons entrepris, comme vous l'avez entendu, je pense que si M. Delis est à l'écoute et a bien entendu la déclaration, les démarches ont été très claires depuis un an, une démarche de révision de nos pratiques de gestion. Dans le cadre de cette démarche, nous avons déjà obtenu plusieurs résultats probants. Nous avons débuté il y a quelques semaines le déploiement d'un plan d'action avec les recommandations des rapports Sabat et Suarez. Tout est donc en place avec nos partenaires que sont la Ville, les syndicats, pour qu'on fasse le travail attendu. Dans toutes ces démarches, nous avons la chance de pouvoir compter sur une directrice extrêmement compétente, qui a notamment occupé le poste de directrice de la Ville de Montréal, qui connaît très bien les enjeux auxquels notre arrondissement fait face, qui a piloté tous les projets qui font que Montréal-Nord rayonne, le plan stratégique Oser ensemble Montréal-Nord, le corridor vert des 5 écoles qui, avec la transformation du secteur, s'est mérité des prix internationaux. Priorité jeunesse, une démarche collaborative exceptionnelle soutenue par le gouvernement du Québec. La cellule collaborative Montréal-Nord COVID-19, dont le modèle a été appliqué ensuite dans tous les arrondissements. La réalisation de tous les projets, réaménagement de parcs, l'ajout des jeux d'eau, pavillon Henri Bourassa, le pôle aquatique négocié avec la Ville, la CCSPI, les programmes de verdissement, les CAI, etc. Jamais autant de projets immobiliers de développement et de protection de nos immeubles ne se sont faits dans une période si courte pour améliorer l'offre de services aux citoyens. Une directrice dont la qualité de la carrière a fait l'unanimité. Alors, depuis le début de ce malheureux dossier, notre directrice a maintes fois fait la démonstration de sa bienveillance et de sa compétence. C'est elle qui a demandé les examens externes objectifs soient faits de nos pratiques de gestion en janvier 2020 suite aux dénonciations. C'est elle qui a convaincu le contrôleur général, le syndicat et les relations de travail de travailler ensemble. C'est elle qui a poussé pour qu'on réalise cette démarche collaborative extrêmement novatrice en matière de relations de travail. En résumé, c'est elle qui a pris ce dossier de front et qui a mis en place les conditions pour qu'un changement réel et pérenne ait lieu. Vous comprendrez donc que nous n'avons aujourd'hui aucune raison de demander la démission de notre directrice. Au contraire, nous lui réitérons aujourd'hui notre confiance et nous l'encourageons à poursuivre dans les actions de l'arrondissement dans le sens qui leur ont été jusqu'ici données. Pour ce qui est de la deuxième partie de votre question au sujet de la composition de notre personnel,
je peux vous assurer qu'elle reflète à plusieurs égards la diversité ethnoculturelle montréalaise, comme j'en faisais mention dans la déclaration d'ouverture. Je l'ai dit plus tôt, nous sommes parmi les arrondissements de la ville avec le plus haut taux d'employés, 37 des employés et 27 de nos cadres sont issus de la diversité. Et ces chiffres vont aller en s'améliorant parce que depuis des années, nous dépassons les objectifs de la ville en ce qui a trait à l'embauche des personnes issues de la diversité. Et nous en sommes d'ailleurs très fiers. On passe à la prochaine question. La prochaine question est posée par M. Jean-Claude Lavergne. L'Infonor annonçait une cure de rajeunissement de l'aménagement et de la piste cyclable du Grand Parc Aimé-Léonard de l'arrondissement, parc avec jeu d'eau récent datant de quelques années, sans mentionner la fermeture complète du parc durant les travaux. Or, on constate que le parc est totalement fermé depuis environ le 31 mai et ne réouvrira apparemment qu'en septembre. Dans un contexte de COVID, de canicule estivale et de manque de parcs de proximité à l'arrondissement, j'ai demandé sur le Facebook officiel de l'arrondissement qui annonçait la cure de rajeunissement pourquoi ne pas avoir prévu les travaux à l'automne, septembre, octobre et novembre plutôt qu'à l'été 2021. L'arrondissement m'a étrangement répondu que les travaux ne pouvaient pas être faits tant que le sol était encore gelé, ce qui n'explique pas du tout pourquoi ne pas faire les travaux à l'automne plutôt qu'à l'été. La première question, considérant le contexte COVID, le faible taux de vaccination à Montréal-Nord, les canicules manquent d'espace vert. Pourriez-vous faire reporter les travaux après l'été et les débuter en septembre? Et seconde question, à tout le moins, pourriez-vous planifier les travaux afin de conserver une partie du parc ouverte, quitte à ce que les travaux soient étalés sur une plus longue période? Merci pour votre question, M. Lavergne. Je vais répondre en partie, puis je vais laisser ensuite M. Vaillancourt. Étant donné la situation géographique du parc, qui est sur le bord de l'eau, on doit absolument avoir des fouilles archéologiques sur le terrain. On sait bien que des fouilles archéologiques, ça ne peut pas se faire en janvier, en février ou en mars. Alors, si on reporte les fouilles archéologiques à l'automne pour pouvoir laisser le parc ouvert, là, on se retrouve avec des fouilles archéologiques et on reporte les travaux au printemps. Et là, on va se retrouver avec un parc fermé en 2022. Alors, c'est de pelleter par en avant, c'est de reporter. On comprend que c'est désagréable, on comprend très bien la situation. On est des parents, on est des grands-parents, nous aussi. Mais vous savez, il y a cette réalité-là de fouilles archéologiques avant de pouvoir entreprendre les travaux. Et ensuite, c'est sûr que c'est des travaux qui ne se font pas non plus en hiver. Donc, on est restreint, vraiment très restreint dans la période où on doit intervenir. La COVID n'aidant pas, bien entendu, ça a retardé certains travaux, mais surtout l'aspect de fouilles archéologiques qu'on doit absolument faire au printemps, parce que si on les repousse à l'automne, là, c'est de reporter le problème. Alors, là-dessus, je vais laisser M. Vaillancourt compléter les niveaux techniques des travaux qu'il y a à faire, mais ça vous donne une idée au niveau des délais et c'est pas toujours facile de prendre des décisions et celle-là en est une. Non, puis c'est vrai, vous avez très bien répondu, même si ce n'était pas dans le détail technique. Effectivement, c'est pas évident. Je comprends l'impact négatif que les gens peuvent vivre actuellement. Il faut comprendre que la manière qu'on gère un espace qui est quand même assez restreint quand on gère des travaux de cette ampleur-là, comme c'est une cure d'arrajeunissement complète qu'on fait, on comprend que les jeux d'eau, oui, ont été refaits, mais on va même bonifier ces jeux d'eau-là dans les travaux qui sont prévus au parc Aimé-Léonard. Ça fait en sorte qu'on doit intervenir sur l'ensemble du parc. Puis on ne peut pas dire à l'entrepreneur, on va y aller par petits bouts de parc. Ça ne se fait pas de gauche à droite à gauche, ça se fait de bas en haut. C'est-à-dire on va du plus profond, puis on monte tranquillement. Fait que là, c'est l'excavation principale, les préparations des surfaces ou des conduites pour l'électricité, les socles électriques. Après ça, une fois que ce gros œuvre-là est prêt, on prépare les surfaces parce qu'on refait tous les sentiers, la place face au chalet. On refait l'ensemble des équipements, les bordures des équipements parce qu'on avait des conflits d'usage, par exemple, entre les jeux d'eau et les végétaux. Donc, on va terminer par la fin, on fait la finition complète. On va terminer le dessus du parc avec peut-être, idéalement, on fait toujours les plantations le plus tôt possible, mais évidemment, il y a des plantations qui vont être prévues au printemps prochain. Puis Mme Rossi a bien expliqué le fait qu'actuellement, la première étape de tout cela, c'est l'archéologie. Puis là, on est un peu en lien, on est
c'est normal, là, il faut respecter les règles et les directives des archéologues. Donc, là, même aujourd'hui, on a dû déplacer le chantier parce qu'il y a eu des découvertes. Donc, ils doivent explorer, voir si c'est des découvertes fondamentales ou non. Donc, ça fait en sorte que le chantier se déplace. L'entrepreneur est immobilisé. Ben là, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il continue ailleurs. Fait que là, on a il continue avec sa machinerie à circuler d'un endroit à l'autre. Fait qu'évidemment, on a regardé avec lui si c'était possible, parce qu'on avait vu les messages en fin de semaine, si c'était possible d'ouvrir les jeux d'eau, mais c'est techniquement impossible parce que même en date d'aujourd'hui, il a commencé à descendre pour aller travailler autour des jeux d'eau. Donc là, ça fait en sorte qu'on ne pourra pas, il faudrait faire un pont au-dessus entre les équipements, puis on ne peut pas non plus permettre aux gens de circuler à travers la machinerie, ce serait trop dangereux. Donc évidemment, on est désolé, puis c'est pour ça qu'on cherche des solutions qui ne seront pas dans le parc, évidemment, ils vont être au pourtour du parc, des solutions qui pourraient au moins, autant en période de canicule qu'en période de chaleur normale, là, être disponibles pour la population environnante. Évidemment, là, on se trouve dans une situation particulière où tout le chantier est en cours, mais il y a quand même des accès, parce que la route de Champlain est dans le chalet, donc le chalet est ouvert, Voilà. l'accès au chalet, la rive est ouverte, parce qu'on doit maintenir les activités de la route de Champlain les fins de semaine et les soirs pour que les citoyens puissent aller faire du kayak ou du bateau. Donc, ça, c'est des éléments qu'on a réussi à maintenir à travers le chantier. Mais on est conscient que ce n'est pas un chantier évident. Par contre, une fois qu'il sera terminé, je pense que les gens vont le savourer amplement parce que ça va être une cure de rajeunissement importante pour le parc Émile-Nord qui en avait besoin. Effectivement, comme l'a dit monsieur Vaillancourt, il faut préciser que les berges demeurent accessibles, la piste cyclable demeure accessible, la route de Champlain demeure accessible et sera ouverte aussi, le chalet demeure accessible. Alors, on comprend vraiment bien tous les inconvénients que ça peut causer. On trouve ça aussi triste, mais comme on dit parfois, ben, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Et le fait que ce soit un site où on doit y aller avec des fouilles archéologiques, alors c'est sûr que ça allonge les délais et le dossier. Alors, voilà. On passe à l'autre question, qui est la question de Mme Sigouin. Mme Bergeron. Oui, alors la question est posée par Mme Julie Sigouin. Ça concerne la rue Lapierre entre Pierre et Dagenais. Bonsoir, je demande que soit enlevée la roche sur les trottoirs. Ça concerne la rue Pierre également. Oui, bien, merci pour votre question, Mme Sigouin. Mme Sigouin vous m'avez déjà écrit la semaine dernière concernant la rue Jubinville. J'ai fait le message à M. Sauveur qui a fait également le message à M. Truchon. Alors, tout le monde est au fait des problématiques à ce niveau-là dans le nord-est, au niveau de la propreté. Alors, les messages ont été transmis et le tout devrait rentrer dans l'ordre. Prochaine question. La prochaine question est posée par M. Jean-François Gagné. Je vous ai écrit le 4 mai dernier la question suivante sur votre courriel de l'arrondissement. Comme je n'ai pas reçu de réponse, je vous pose la question ici. Pour l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, il est possible de lire les procès-verbaux des rencontres du comité mobilité. Est-ce qu'il est possible d'avoir accès au résumé des rencontres du Conseil consultatif de mobilité de Montréal-Nord? Comment faire partie de ce comité? Quel en est son fonctionnement? Alors, monsieur Gagné, merci pour votre question. On a déjà eu plusieurs échanges, vous et moi. Mais relativement au comité de mobilité, en fait, ce n'est pas un comité consultatif au même titre qu'un comité consultatif d'urbanisme ou un comité où des citoyens siègent sur le comité. C'est un comité interne avec un pouvoir de recommandation. Alors, il n'y a pas de citoyens qui siègent sur ce comité-là. Il y a des membres du SPVM, vous comprendrez pourquoi, parce que dans un comité de mobilité, l'importance de l'opinion du SPVM est primordiale dans les recommandations que nous avons à faire. Alors, si besoin est, nous demandons des avis experts de l'extérieur. Alors, mais ce n'est pas un comité au même titre qu'un comité
de consultation, un comité comme un CCU, par exemple, un comité d'urbanisme. Pour ce qui est des procès-verbaux, écoutez, on a eu des petits enjeux qui ont fait en sorte que que quelques derniers, puis COVID aidant, puis tout ça, là, on accuse des retards au niveau des procès-verbaux, on doit l'admettre, mais ils seront disponibles sous peu. On passe à la prochaine question. La prochaine question est de M. Robert Tibi. Ça concerne la propreté. Comment se fait-il que le balai de rue ne passe pas sur le côté sud de la rue Hood depuis au moins 7 semaines, alors que le côté nord est fait? Alors, je vais passer la question à M. Sauveur, directeur des travaux publics. Oui, bonsoir. Oui, effectivement, on a eu des difficultés avec le côté sud de cette rue. Tout est rentré dans l'ordre. On a terminé la semaine dernière notre nettoyage du printemps et demain en PM, le balai devrait passer le côté sud de la rue. Un suivi va être fait par le contremaître responsable au cours des prochaines semaines, s'assurer que cette portion de rue est nettoyée comme il se doit. Merci beaucoup, M. Sauveur. Alors, la prochaine question, Mme Bergeron, s'il vous plaît. Prochaine question de Marius M. Iso-Mongolie. Ça concerne le 11 385 avenue de Rome pour un dépôt de garantie de 10 %. Il y a un an, vous avez octroyé un permis en exigeant 3 % de dépôt de garantie. Il s'agit du même projet avec toutes les corrections exigées par le CCU et il exige 7 % de plus. Quelle est la raison de l'augmentation imprévue du dépôt de garantie qui passe de 3 % à 10 %? Est-il précisé quelque part dans le règlement que des exceptions à la règle des 3 % peuvent être faites? Je vais demander à M. Vaillancourt de répondre à la question. D'accord. Alors, évidemment, c'est un dossier, on comprend là, que autant, je pense que pour les requérants, là, les gens qui sont des acheteurs potentiels, je crois, ce n'est pas un dossier évident pour eux. Nous, notre interlocuteur privilégié, c'est le promoteur, c'est-à-dire la personne qui a fait la demande de permis. Puis là où je peux aller, puis pour répondre à votre question, c'est que à la base, c'est un dossier qui est en litige avec le constructeur, évidemment, et l'arrondissement. Puis, il faut se rappeler que la question des garanties financières, c'est vraiment discrétionnaire. Ça fait partie des outils de l'urbanisme discrétionnaire. Et quand on demande des garanties, c'est un peu en fonction, je ne dirais pas du risque, mais c'est en fonction de certains éléments. Puis autant la direction de l'urbanisme, la division de l'urbanisme, pardon, que les membres du CCU sont partie prenante de la discussion pour voir, bon, ben, face à ce projet-là, on a des inconnus, on a des inquiétudes, donc on demande plus de garanties. Puis je vous dirais que malheureusement, par le passé, avec cette personne-là, on a eu des mauvaises surprises parce que là, vous n'êtes pas, dans ce cas, vous êtes au courant, là, parce que vous l'avez vu, c'est qu'il n'avait pas construit le bâtiment de façon préliminaire en respect des règlements et même des plans soumis au CCU. Donc, il avait même été obligé de démolir sa fondation pour reprendre des travaux. Donc, c'est ce qui fait en sorte que les membres du CCU, par rapport à la garantie financière, voulaient assurer un montant un peu plus important. Sauf que ça, évidemment, c'est remboursable. Donc, c'est une garantie financière, oui, pour garantir la réalisation des travaux en fonction des plans soumis, mais c'est aussi une façon on rembourse la garantie une fois les travaux complétés en fonction du respect des plans. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est pour ça qu'il y a une différence entre la première fois et la seconde fois. Merci beaucoup, M. Vaillancourt. Alors, Mme Bergeron va passer à la prochaine et dernière question du public. Oui, la dernière question nous est posée par Mme Jessica Bongiovi. Ça concerne le projet au 11 379 avenue de Rome. J'aimerais comprendre pourquoi les frais de dépôt de garantie ont augmenté sans préavis. Ceci engendre des coûts pour nous, les occupants, que nous n'avons pas prévus, surtout dans le contexte actuel de la pandémie, car ce n'était pas dans le contrat initial, sans compter des délais du livrable de la propriété. Merci. Alors, je pense que la réponse va ressembler beaucoup à celle de la question précédente, mais je vais laisser M. Vaillancourt s'il y a des éléments à ajouter. Ben, c'est ça, je compatis un peu avec les acheteurs. C'est nous, on ne peut pas s'ingérer dans les contrats qui sont passés entre des acquéreurs et le constructeur. Là, de ce que je comprends des deux questions, c'est le même projet, puis peut-être qu'il y a une partie de la facture qui a été refilée au requérant. On est désolé de la situation, mais nous, on fait notre travail en fonction de l'expérience qu'on a avec ce promoteur-là.
Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui met un terme à la période de questions du public. On remercie les citoyens qui nous ont fait parvenir des questions. Nous allons maintenant poursuivre le tour du conseil, je dirais. Alors, je vais appeler le 10.4. 10.04, adopter le procès verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 10 mai 2021. Est-ce que je peux avoir un propos? Je propose. On a 10.04 et 10.05. Monsieur Aplegan, j'appelle également le 10.05. 10.05, déposer aux archives le procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 11 mai dernier. Propose. J'appuie. Alors, c'est proposé par M. Abdelaksari et appuyé par Mme Renée Chantal Bellinga. Nous allons maintenant passer aux affaires contractuelles. J'appelle donc les points 20.01, 02 et 03. 20.01, adjuger à les entreprises Rogenèse plus bas soumissionnaires conformes pour un montant de 123 825 $ et 78 sous, taxes incluses, un contrat pour la fourniture, la plantation et l'entretien d'arbres et de végétaux en arrière-trottoir et en saillie de rue sur diverses rues de l'arrondissement. Autoriser également une dépense de 16 671 $ 38 sous, taxes incluses, pour les contingences et une dépense de 2 299 $ 50 sous, taxes incluses pour les incidences, le tout pour une totale dépense de 142 796 $ et 66 sous. 20.02, accorder des contributions financières totalisant 110 000 $ aux organismes suivants dans le cadre du programme d'animation dans les parcs de l'arrondissement pour l'été 2021, soit 55 000 $ à l'association Place Normandie pour le projet Anima Parc, 3 462 $ à la COP de solidarité Éconord pour le projet Art climatique, 20 600 $ aux productions Candy Raton pour le projet Atelier d'initiation au théâtre dans les parcs, 30 938 $ au Centre des jeunes L'Escale de Montréal-Nord pour le projet Une escale au cœur du Hood et le tout approuver des projets de convention à intervenir. 20.03, accorder une contribution financière de 31 113 $ à la table de quartier de Montréal-Nord pour l'année 2021 et 2022, conformément au cadre de référence de l'initiative montréalaise de soutien au développement social local et approuver le projet de convention à intervenir. Je propose. Je vais appuyer les trois motions. Alors, les 3 points, en fait. Alors, c'est proposé par M. Poirier et appuyé par moi-même. J'appelle ensuite... Madame Rossi, si vous me permettez, je vais faire une déclaration d'intérêt pour être sûr au 20... est-ce que vous pouvez descendre un petit peu? 20.04. Non, on ne l'a pas fait encore, 20.04. On a fait 01, 02, 03. Oui, 20.02 dans le point du 20.02, je fais une déclaration d'intérêt. Je veux juste m'assurer, je fais partie d'un comité de travail et je ne voudrais pas, c'est ça. Parfait. Excellent, merci. Alors, Mme Bellinga déclare intérêt au 20.02. J'appelle maintenant le point 20.04. 20.04, accorder une contribution financière de 15 000 $ à un itinéraire pour tous pour l'année 2021 afin de réaliser le projet Action Jeunesse Nord-Est dans le cadre de la mesure temporaire en sécurité urbaine en lien avec l'impact de la pandémie sur les personnes et les quartiers et approuver le projet de convention à intervenir. Alors, je vais proposer ce point. Et je vais appuyer. Alors, merci. C'est proposé par moi-même, Chantal Rossi, et appuyé par Mme Renée Chantal Bellinga. J'appelle les points 20.05 et 20.06, s'il vous plaît. 20.05, accorder une contribution financière de 3 502 $ à l'organisme La Société d'Histoire et de Généalogie de Montréal-Nord pour la tenue de l'événement 20e anniversaire de cette société qui aura lieu
le 28 août 2021 au parc Eusèbe-Ménard et approuvé le projet de convention à intervenir. 2006, accorder une contribution financière de 1 000 $ auprès du centre communautaire Anour pour financer des activités culturelles et la distribution de repas pour le Fatah à toutes les personnes qui le désirent et ce, à même le budget discrétionnaire des élus. Je propose. J'appuie et je tiens à féliciter vraiment et à souligner le 20e anniversaire de la Société d'histoire et de généalogie, entre autres son initiateur, je vous dirais, parce que je me souviens très bien d'il y a 20 ans, la fougue de M. Roger Lagacé pour mettre sur pied la Société d'histoire et de généalogie, également tous les présidents et présidentes qui ont succédé. Et le travail acharné aussi de M. Jean-Paul Guillard qui prend à cœur vraiment les intérêts de la Société d'histoire et de tout Montréal-Nord d'ailleurs pour faire revivre les faits saillants de Montréal-Nord. Et c'est une société qui a été particulièrement partie prenante du centenaire. Je me rappelle très bien, M. Toussaint se rappellera aussi, Mme Laperrière, qui était... nous étions présents lors du centenaire. Claudel et moi avons travaillé, nous étions les co-responsables au niveau du centenaire. Et vraiment, le travail acharné qu'ils ont déployé pour pouvoir faire revivre les 100 dernières années de Montréal-Nord, alors ce qu'ils ont fait ressortir. Alors, bravo. Bonne santé à M. Guillard, parce qu'on sait qu'il a subi une intervention chirurgicale majeure. Alors, on lui souhaite bonne santé, mais je vous rassure, je l'ai rencontré dernièrement et il se porte bien. Mais c'est un organisme phare de l'arrondissement, vraiment. Alors, je tiens à souligner leur travail et je pense que M. Serry a sûrement une intervention dans le même sens que le mien. C'est tout simplement parce que j'ai collaboré dernièrement avec M. Guillard et on a été touché par son absence due à une intervention au niveau de sa santé. Alors, je tiens juste à lui souhaiter un prompt rétablissement et un retour parmi nous le plus vite possible. Et en même temps, saluer le travail du centre communautaire Anour qui a fait un excellent travail durant le mois du Ramadan pour distribuer des repas, mais surtout auprès des personnes, des résidents dans résidences de personnes âgées et qui ont accueilli vraiment cette distribution-là à cœur. Puis ça a permis de les ressortir un peu d'une routine qui était un peu difficile pour ces personnes-là. Alors, je remercie toutes les personnes qui ont contribué, qui ont aidé. Puis on l'a vu sur le terrain avec vous, Madame aussi, M. Poirier. Oui, puis j'en ai été témoin. Le centre communautaire Anour est toujours très impliqué dans la communauté. On les salue. On salue M. Abdelaziz Erziz. Alors, monsieur... Oui. Félicitations aux deux organismes et je déclare l'intérêt au point 05. Alors, il a été proposé par M. Serry, appuyé par moi-même pour les points 20.05 et point 20.06. J'appelle maintenant le point 20.07. 20.07, accorder une contribution financière de 500 $ à l'organisme Alt Femmes Montréal-Nord pour l'obtention de coupons de taxi afin de soutenir la prévention de la violence subie chez les femmes. Madame la mairesse, avant que je propose, j'aimerais juste faire une petite intervention parce que je vais en profiter vu que vous m'entendez. Alors, oui. Tout à l'heure, simplement pour dire que j'aimerais bien féliciter l'organisme Alt Femmes pour plusieurs raisons. Pour le travail qu'ils font à Montréal-Nord et puis pour l'encouragement que j'ai eu de leur part quand moi et ma collègue, Madame Karine Boivin-Roy, on voulait déposer une motion en mars dernier, mars 2021. Afin je dirais, de donner et doter notre ville, Montréal, d'actions beaucoup plus concrètes. Et quand on propose ces actions-là, c'est parce qu'on veut un soutien rapide, immédiat pour les maisons d'hébergement, afin qu'elles puissent répondre aux nombreux appels d'aide que peuvent subir vraiment ces personnes-là, vraiment victimes de violences conjugales. Lorsqu'une victime quitte son agresseur en général, c'est toute sa vie qu'elle va quitter en même temps. Et puis, on doit les encourager à s'en sortir. Et puis, avec cette action-là, on voit clairement qu'à la fois au niveau de la ville-centre,
à la fois ici à l'arrondissement, on voit qu'il y a un certain alignement de nos actions. On voit qu'il y a un travail, surtout ce que j'admire dans cette action-là, puis j'en suis fier de la proposer et je suis très, très fier de le faire avec vous en conseil, c'est parce que c'est du concret. C'est une action immédiate. C'est une action parce que surtout dans des situations critiques comme celle-ci, on a besoin d'action, beaucoup moins de planification. Alors, je tiens à, encore une fois, remercier Altfam pour leur soutien quand je voulais proposer la motion et je tiens à les féliciter pour le travail qu'ils font et je ne peux que proposer ce point-ci. Et j'appuie M. Sarré, je me joins à l'ensemble de mes collègues là, pour reconnaître le travail d'action de terrain, une très bonne compréhension aussi des enjeux qui touchent les femmes violentées, donc d'avoir accès rapidement à un coupon de taxi pour pouvoir se déplacer, se rendre à un centre. C'est une action quand même excessivement importante, donc très heureuse d'appuyer ça également. Effectivement, et on sait, on se doute de l'impact que tout ça pourrait avoir en post-pandémie. Effectivement, il y a un effet à l'intérieur de la pandémie, mais je pense qu'il y aura aussi un effet post-pandémique à la violence conjugale et des interventions comme celle-là. Toutes les interventions seront importantes, mais des interventions comme celle-là qui permettent à des femmes de pouvoir quitter rapidement le milieu malsain et violent, c'est primordial. Alors, il a été proposé par M. Sarré et secondé par Mme Renée Chantal Bellinga, le point 2007. J'appelle maintenant le point 2008, s'il vous plaît, M. Aptogan. 2008, entériner une contribution financière de 250 $ à l'épicerie solidaire de l'Est, Épisole, afin d'agrémenter les paniers d'épicerie de denrées additionnelles et de petits présents pour souligner la fête des mères du 9 mai 2021, et ce, à même le budget discrétionnaire des élus. Alors, je propose. Et j'appuie. Alors, il a été proposé par moi-même et secondé par M. Jean-Marc Poirier pour le point 2008. On passe maintenant au point 30 qui couvre les points administration et finances et j'appelle les points 30.01 et 30.02, s'il vous plaît. 30.01, approuver et déposer les rapports mensuels au 30 avril 2021. 30.02, approuver et déposer les rapports sur l'exercice du pouvoir délégué au 30 avril 2021. Je propose. Et j'appuie. Alors, les points sont proposés par M. Abdelaksari et secondés par M. Jean-Marc Poirier. J'appelle les points 30.03 et 30.04, s'il vous plaît. 30.03, autoriser une dépense de 500 $ auprès de la Société Culture et Tradition québécoise de Montréal-Nord pour l'achat d'un espace publicitaire dans le cadre de la fête nationale, et ce, à même le budget de représentation des élus. 30.04, approuver la reconnaissance de l'organisme Vision Charitable à titre de partenaire de mission partagée pour la période de juin 2021 à mai 2022. Je propose les 2 points. Je m'excuse. Je propose les 2 points. J'appuie. Et je déclare intérêt au point 30.03. Alors, il est proposé par moi-même, Chantal Rossi, secondé par M. Sarré et M. Poirier déclare intérêt au point 30.03. J'appelle maintenant le point 30.05, s'il vous plaît. 30.05, autoriser le dépôt de 4 demandes de financement pour la réfection de terrains sportifs, soit 2 demandes pour le basketball, une demande pour le baseball et une demande pour le tennis, adhérer au programme des installations sportives extérieures 2019 et 2021, confirmer la participation de l'arrondissement au financement du projet et autoriser le directeur de l'aménagement urbain et des services aux entreprises ou son représentant à signer toute entente relative aux demandes de financement. Je propose. J'appuie. Alors, il est proposé par M. Abdelaksari et appuyé par Mme Renée Chantal Bellinga. Nous passons aux points 40 qui sont des points de réglementation. J'appelle les points 40.01,
02 et 03, s'il vous plaît. 40-01. Déposer le procès-verbal de la consultation écrite et adopter le second projet de résolution PP 047 afin de permettre la construction d'un bâtiment mixte de 3 étages ayant 15 logements et un commerce au rez-de-chaussée au 4750 boulevard Gouin-Est sur le lot 1 846 190 du cadastre de Québec, le tout en vertu du règlement RGCA 11-10-0007 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. 40-02. Déposer le procès-verbal de la séance de consultation écrite et statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à savoir permettre l'occupation d'un lieu de culte au 6425 boulevard Léger, suite SS 18, le tout en vertu du règlement RGCA 13-10-0007 relatif aux usages conditionnels. Cette demande fait l'objet d'une consultation en conformité avec l'arrêté ministériel 102-2021. 40-03. Statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à savoir permettre la modification d'un projet approuvé visant la construction d'une habitation unifamiliale jumelée au 11 379 avenue de Rome sur le lot 1 414 355 du cadastre de Québec, le tout en vertu du règlement RGCA 09-10-0006 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose. J'appuie. Alors, les points 41-01 à 43-03, 40-03, je m'excuse, sont proposés par M. Poirier et appuyés par moi-même. J'appelle maintenant les points 40-04 et 40-05, s'il vous plaît. 40-04. Statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à savoir permettre la modification du projet approuvé visant la construction d'une habitation unifamiliale jumelée au 11 385 avenue de Rome sur le lot 1 414 354 du cadastre de Québec, le tout en vertu du règlement RGCA 09-10-0006 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. 40-05. Statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à savoir permettre la démolition d'un bâtiment unifamilial existant et la construction d'un bâtiment unifamilial isolé de 2 étages situé au 10 500 avenue de Bruxelles sur le lot 1 173 751 du cadastre de Québec, le tout en vertu du règlement RGCA 09-10-0006 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose. J'appuie. Alors, les points 40-04 et 40-05 sont proposés par M. Jean-Marc Poirier, appuyés par M. Abdelaksari. J'appelle maintenant les points 40-06 et 40-07, s'il vous plaît. 40-06. Statuer sur une recommandation du comité consultatif sur la mobilité en vertu du règlement 1570 sur la circulation routière. 40-07. Recommander au comité exécutif d'édicter, en vertu du règlement relatif au stationnement des véhicules en libre-service, une ordonnance modifiant l'annexe A de ce règlement afin d'inclure l'arrondissement de Montréal-Nord dans la zone de desserte à compter du 30 juin 2021. Alors, avant de proposer, je veux expliquer un petit peu parce que, particulièrement dans le 40-06 où on vous dit le règlement 1570, ça veut, sur la circulation routière, c'est suite à des demandes de citoyens pour avoir un arrêt au coin de la rue des Violettes et des Iris pour des problématiques où les gens arrivaient de Lacordaire, passaient par des Iris et il y avait des croisements. Là. Alors, un arrêt va être implanté à cette intersection. Pour le 40-07, c'est une bonne nouvelle. C'est ce qu'on appelle le communauto flex. C'est que pour la partie ouest, pour l'instant, c'est quelque chose qui va être essayé, qui va être implanté, c'est-à-dire pour la partie ouest de l'arrondissement, donc de P9 à Saint-Michel.
Ça vient compléter déjà les 4 stations communautaux qu'on a déjà, mais le communauto flex, on n'a pas besoin de ramener l'auto à l'endroit où il était initialement. Alors, dans cette zone-là, la voiture est laissée, vous pouvez la stationner partout où vous avez le droit de stationner, bien entendu, en respectant les affiches, les signalisations de stationnement, mais les communautés pourront être stationnées partout dans ce secteur-là. Les voitures sont dotées de GPS et tout ça, ils sont facilement détectables pour communautés. Alors, c'est une très belle nouvelle pour la mobilité à Montréal-Nord. Alors, nous allons avoir Communauto Flex et les 4 stations communautaux déjà existantes. Alors, sur ce, je propose les points 4006 et 4007. Et j'appuie. Merci. Alors, c'est proposé par moi-même, Chantal Rossi, et appuyé par mon collègue Jean-Marc Poirier. Nous arrivons au point 50, qui sont des points qui couvrent les ressources humaines, et j'appelle le point 5001, s'il vous plaît. 5001, nommer Mme Régine Fortin à titre d'agent technique en architecture de paysage à la division des études techniques de la direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises en période d'essai de 8 semaines, et ce, à compter du 12 juin 2021, en vue d'un statut permanent à cet emploi. Je propose. J'appuie. Alors, il est proposé par M. Abdelaksari et appuyé par M. Jean-Marc Poirier. Nous souhaitons la bienvenue et toutes nos félicitations à Mme Régine Fortin. Bienvenue parmi nous. J'appelle maintenant le point 5002, s'il vous plaît. 5002, autoriser la création d'un poste permanent de conseiller spécialité en équité, diversité, inclusion et développement de compétences dans le groupe de traitement 03 FM06 à la division des ressources humaines de la direction d'arrondissement, et ce, à compter du 12 juin 2021. Je propose. J'appuie. Alors, il est proposé par M. Sari et ensuite appuyé par moi-même. Alors, nous souhaitons la bienvenue. Là, je m'excuse parce que j'ai changé carrément je n'ai pas le nom de la personne devant moi parce que j'ai changé d'écran. Alors, c'est une création de poste, Mme c'est une création de poste. Juste... Alors, voilà. Alors, l'ordre du jour est maintenant terminé. Nous allons passer aux activités culturelles et de loisirs. Alors, les activités culturelles et des bibliothèques, 2 expositions sont en cours aux bibliothèques Henri Bourassa et à la Maison culturelle et communautaire. Également des activités en ligne sur Zoom. Alors, des ateliers pour adultes, le Qigong, espace parent, cabaret routier, des conférences, rencontres d'artistes avec Marvin Clairvaux, des ateliers pour jeunes, le club de lecture d'été dès le 19 juin, modélise ta maison en 3D, deviens cartoonneur d'un jour et espace F. Alors, vous pouvez bien entendu trouver tous les détails sur culturemn.com. Et la chaleur nous rappelle que les jeux d'eau doivent maintenant faire partie prenante de notre vie pour les quelques prochains mois et nous en sommes tous et toutes très heureux. Alors, les jeux d'eau qui sont maintenant ouverts, vous avez le parc Henri Bourassa. Il faut préciser qu'au parc Henri Bourassa, jusqu'au 23 juin, les jeux d'eau sont disponibles seulement à partir de 15h30, soit à la fin des cours de l'école secondaire Henri Bourassa. Et à partir du 23 juin, ils auront le même horaire que les autres jeux d'eau. Également au parc Ménard, au parc Monti, au parc Primo et aussi les nouveaux jeux d'eau au parc Maurice-Bélanger sont maintenant ouverts. Le parc Sabrevois ouvrira demain et le parc Ottawa sera ouvert à compter du samedi 19 juin. Les piscines extérieures, les pataugeoires ouvriront également à partir du 19 juin.
Et j'aimerais qu'on demande à M. Toussaint si ce que veut dire le code orange à Montréal-Nord, est-ce que ça implique des changements dans nos installations? Si oui, lesquels? Est-ce que vous avez toutes les réponses à l'heure où on se parle actuellement? Probablement pas. Mais si vous pouvez nous entretenir un petit peu sur ce que veut dire le nouveau code orange chez nous à Montréal-Nord. Oui, Madame Rossi, Madame la mairesse suppléante, le code orange, c'est un code qui tend vers le code vert. Entre-temps, il y a le code jaune. Alors, concrètement, jusqu'au 21 juin, nous allons progressivement, graduellement, déployer des activités qui sont permises par la santé publique. Par exemple, les entraînements de soccer pourront se faire en petits matchs intra-équipe. Donc, il n'y aura pas de compétition de ligue, mais on pourra accueillir plus de joueurs que les 8 qui étaient antérieurement autorisés pour un entraînement d'une équipe de soccer. Nous avons commencé à donner des permis d'utilisation à toutes nos équipes sportives. Nous travaillons graduellement aussi sur les activités culturelles et les événements qui seront autorisés entre aujourd'hui, début du code orange, au code vert. On souhaite qu'on va y arriver cet été, mais dans tous les cas de figure, les directives restent de mise, se laver les mains, porter le masque après les activités, je ne dis pas pour jouer au soccer, bien entendu, ou jouer au baseball, et se désinfecter. Alors, nous allons, d'ici la fin de la semaine, communiquer à tous les organismes, à tous les clubs sportifs, ce qui est autorisé actuellement, ce qui n'est pas encore autorisé. Parfait. On vous remercie. C'est un pas vers la liberté. Hein? On sent que ça s'en vient pour le vrai. Madame Bellinga. Oui, je voulais simplement, Madame la mairesse suppléante, rappeler aussi l'importance là de continuer tout le processus de vaccination. Alors, chers citoyens, si vous n'êtes pas encore vacciné, Clic Santé par téléphone, inscrivez-vous, c'est important. On rappelle également que pour la deuxième dose également, il est possible de devancer les rendez-vous. Donc, actuellement, aujourd'hui, je pense que c'est les 75 ans, 70 ans et plus pour les jours suivants. Donc, allez sur Clic Santé, demandez à un membre de votre famille, un proche aidant de vous aider. Mais c'est excessivement important là pour que nous puissions réussir à avoir une vie un peu plus normale, que les Nord-Montréalais continuent à contribuer à cet effort important de prendre soin de leur santé, mais également de prendre soin de la santé de la communauté. Tout à fait. Il en va de notre immunité collective, tout à fait. Et j'endosse tout à fait le fait qu'on doit tous et toutes se faire vacciner. Moi, j'attends cette semaine pour la deuxième dose. On pourra aller pour la deuxième dose. Alors, le prochain conseil d'arrondissement aura lieu le lundi 28 juin 2021 à 21h. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous et on vous souhaite une belle soirée et à bientôt.